Nous avons longuement abordé au cours de la précédente séance l'identité, la place et le rôle des acteurs de la conversation diplomatique et culturelle qui fait intervenir individus et sociétés d'Afrique subsaharienne et individus et sociétés du Dar à l'islam et quelquefois au-delà. Nous l'avons fait avec le souci de compenser ce que nous avons analysé depuis le début de ce cours comme une dissymétrie documentaire et narrative entre les deux horizons sociaux en question, et avec celui de mettre en relief les formes d'agentivité des individus et des sociétés du Sud que cette dissymétrie occultait. Nous allons à présent aborder dans la même démarche la question des routes. Je le ferai en me focalisant exclusivement sur les routes transsahariennes et en négligeant pour cette occasion les routes transocéaniques. Ce que je souhaite montrer, au-delà d'un nécessaire réexamen de ce qu'on appelle routes transsahariennes et d'une non moins nécessaire réinscription de ces routes dans leur historicité, c'est qu'elles procèdent, elles aussi, d'ajustements qui font intervenir des formes de réciprocité. On représente généralement les routes transsahariennes sous la forme de réseaux plus ou moins denses de lignes reliant les uns aux autres des points situés de part et d'autre du Sahara. J'ai moi-même pratiqué cet exercice, consistant souvent, il faut bien le dire, à prendre appui sur une carte antérieure publiée dans la littérature académique pour y retrancher ou y ajouter quelques traits supplémentaires. Pour ne fâcher aucun de mes collègues, ni ne me prendre moi-même en défaut, je vous montre à l'image quelques-unes de ces cartes des routes transsahariennes piochées au hasard sur Internet. Elles nous livrent d'emblée une apparence commune de chevelu. Mais remarquons aussi d'emblée que leur aire de famille provient surtout du fait qu'elles nous montrent quelques lignes tirées à travers le Sahara, ce qui est bien le moins qu'elles puissent faire s'agissant de routes transsahariennes. Or, que nous apprennent-elles ? Eh bien, pas grand-chose. Car en réalité, on est plutôt frappé par la dissemblance de ces cartes au-delà de leur superficielle aire de famille. Dissemblance dans la densité du chevelu, dans le nombre de routes et même dans leur positionnement et leur direction. En somme, la vertu de telles cartes semble résider dans un simple effet visuel consistant à suggérer l'existence d'interconnexions. Ces cartes cherchent en somme à nous convaincre. Comme nous n'en sommes plus là, essayons de voir de quelle façon nous pourrions les utiliser, non pour nous convaincre de l'interconnexion de l'Afrique subsaharienne avec le reste du monde, mais pour rendre compte de phénomènes historiques situés, datés et contextualisés. Commençons par relever les défauts qu'il nous faut tenter de circonvenir. En premier lieu, ces lignes ne semblent être rien d'autre, et ce sentiment est justifié, que des tracés reliant sur le papier des points fixes qui, eux, sont dotés d'une attestation historique et matérielle des localités. À ne considérer qu'une seule de ces cartes, n'importe laquelle, on pourrait croire que la finesse du trait, ses courbures, correspondent à une géographie précise. Or, le flottement de ces tracés d'une carte à l'autre illustre plutôt un défaut d'ancrage dans un paysage concret. Il ne s'agit en effet de rien d'autre que de tracés abstraits qui énoncent le simple fait que ces points ont été les points de départ et d'arrivée de liaisons caravanières. L'ont-ils été avec la même intensité que d'autres ? L'ont-ils été en même temps ou alternativement ? Ces questions pointent deux autres défauts. D'une part, l'absence de hiérarchie entre ces tracés, qui empêche de voir lesquelles de ces routes furent d'emploi majeur, lesquelles pas.
D'autre part, l'illusion de la contemporanéité et de la permanence chronologique de ces routes, qui donne l'illusion d'avoir toujours été disponibles, un peu comme une carte Michelin du Sahara, qui donnerait à voir sur le papier des voies et des embranchements matérialisés dans le paysage. Il y a, certes, comme on va le voir, de bonnes raisons de recourir à l'abstraction graphique pour représenter les routes transsahariennes. Mais on ne peut le faire, à mon avis, qu'en nous avertissant nous-mêmes contre les illusions que cette représentation abstraite engendre, en l'occurrence les illusions de la précision géographique et de la permanence chronologique. Comment parer ces illusions qui ne sont rien d'autre que de faux savoirs? Je proposerai ici non pas un mode de représentation plus concret qui est hors de portée, mais au contraire de recourir à une plus grande abstraction encore. Tous les sociologues, démographes, économistes, et plus généralement tous les utilisateurs et utilisatrices de statistiques vous le diront, être moins précis, c'est parfois être plus juste. C'est pourquoi je projette à présent une autre carte, à la fois plus abstraite et moins fausse, que je laisse en fond d'image avant d'y revenir tout à l'heure pour la commenter. D'où vient le problème auquel nous faisons face de la représentation des routes? Revenons à ce que nous avions dit dans une séance précédente au sujet de la praticabilité du Sahara. Nous positionnant contre les métaphores qui faisaient du désert un océan et y voyaient une autoroute globale, nous avions pointé le fait que le Sahara était tout le contraire d'un espace facilitateur de connexion, mais bien plutôt un espace aggravateur des contraintes physiques inhérentes à la logistique des voyages commerciaux à longue distance. Dès lors, en termes de logistique comme en termes de temps, nous avions observé que le Sahara contraignait les circulations et restreignait les échanges aux commodités à plus haute valeur ajoutée. La première implication que l'on peut en tirer en ce qui concerne les routes est qu'il est partout difficile de traverser le Sahara, que partout les conditions naturelles du Sahara, même à profiter des environnements les moins défavorables, soumet l'activité caravanière à de très puissantes exigences logistiques et à de très hauts risques commerciaux et humains, dont nous avons vu quelques exemples. La seconde implication pourra paraître paradoxale, mais ne l'est qu'en apparence, puisqu'il est partout nécessaire d'élever le niveau d'exigence logistique et d'anticipation des risques, le fait d'emprunter un itinéraire plus défavorable qu'un autre ne représente, sauf exception, qu'une élévation marginale du coût et du risque. En d'autres termes, puisqu'on ne peut traverser le Sahara nulle part facilement, il est possible, dès lors que l'on s'est doté des moyens de dominer cet environnement particulièrement exigeant, de le passer partout, plus ou moins difficilement. Si les chevelus des routes de traversée du Sahara nous apparaissent à la fois faussement précis et étrangement dissemblants les uns des autres, c'est parce que tous les tracés représentés n'y sont ni plus ni moins vrais que n'importe quels autres. Et de fait, des exemples peuvent être donnés, à partir des sources écrites et archéologiques, de voies caravanières qui ont été empruntées en seconde intention, voire de voies de traverse qui ont pu être, à l'occasion, improvisées et qui ont donc été momentanément ou épisodiquement actives, mais dont on ne peut dire quelle fut la durée d'activité au-delà de l'épisode ou du moment historique considéré. La question ici est celle de l'épaisseur du trait qu'il faut accorder au tracé de la route en question. Je vais en prendre deux exemples, l'un littéraire, l'autre archéologique. Le premier nous vient de Ibn Battuta, donc en 1353. Ibn Battuta est à Takeda, dans le nord-ouest du Niger actuel.
C'est là que nous l'avons vu se livrer à diverses transactions avec des coreligionnaires nord-africains au sujet de jeunes femmes esclaves. C'est de Gao que Ibn Battuta s'était rendu à Takeda en compagnie, nous dit-il, je le cite, d'une importante caravane de Radamsi. Nous apprenons au passage que le chef et guide de la caravane, donc à la fois son capitaine et son pilote, était un pèlerin, Hadjadj, du nom de Wudjin, dont Ibn Battuta nous dit qu'il signifie chacal en langue des Soudanes. Cela pourrait laisser supposer que cet homme était un Ouest africain, et ce que Ibn Battuta ne précise malheureusement pas. Quoi qu'il en soit, les armateurs de cette caravane étaient des Radamsi, c'est-à-dire des marchands de Radames, localité située dans l'extrême ouest de la Libye actuelle, à quelques kilomètres seulement de la frontière et de la Tunisie et de l'Algérie. On peut présumer que cette caravane était la grande caravane destinée à rallier l'Égypte via la Tripolitaine et à laquelle se joignaient lors de son passage les marchands de Takeda. Ibn Battuta nous dit à ce propos, je le cite encore, « Il n'y a pas d'autre occupation pour les gens de Takeda en dehors du commerce. Ils voyagent tous les ans jusqu'en Égypte, ils importent tous les genres de belles étoffes qu'on y trouve et d'autres choses. Les habitants sont dans le bien-être et l'aisance. » Fin de citation. Cet itinéraire en S, que vous voyez à l'image, entre Gao et le Caire, obéit à une certaine logique géographique. Il permet en effet de passer par le massif de l'Aïr, puis le massif du Hogar dans le sud algérien, et enfin l'oasis de Radames, c'est-à-dire de passer par des régions de concentration de population susceptibles de contribuer à l'économie caravanière, soit par la production ou l'acquisition de commodités, soit par la fourniture de vivres. Outre les réserves que l'on a déjà émises au sujet de l'authenticité du voyage d'Ibn Battuta dans tout ou partie de son périple subsaharien, il n'est pas entièrement clair si c'est bien cette caravane qu'il emprunte ou est censé avoir emprunté. Il semble bien que oui, mais alors sur un tronçon seulement, car un épisode survient qui l'oblige à modifier son plan. À Takeda surgit, on ne sait pas trop d'où, un esclave porteur d'un message du sultan mérinide du Maroc à l'attention d'Ibn Battuta, lui enjoignant de rentrer au Maroc, on ne sait pas trop pourquoi. Je portai cet ordre à mes lèvres, nous dit Ibn Battuta, et m'y conformer sur le champ. Il achète 2 chameaux, dont il nous donne le prix, 37 mitkals, un tiers, sans doute pour faire comprendre qu'il ne lésine pas sur la dépense pour obéir à son souverain, et se procure des vivres en quantité suffisante pour 70 jours. Il ne voyage pas seul, et une information qu'il donne en passant laisse supposer que la caravane est celle destinée à Tripoli, puis à l'Égypte. La caravane comptait en effet, nous dit-il, environ 600 esclaves, femmes. Parvenu à un point qui n'est pas exactement précisé, Ibn Battuta se sépare de la caravane principale et continue vers l'Égypte, il se sépare de la caravane principale qui continue vers l'Égypte et il emprunte, en compagnie d'un équipage dont la composition n'est pas non plus précisée, une voie oblique en direction du Touat. Le Touat, dans l'extrême ouest algérien actuel, est une chaîne d'oasis située le long d'un oued, le Saoura. Il mentionne son escale à Bouda, l'une des plus grandes agglomérations du Touat, nous dit-il, qui d'ailleurs sera mentionnée un quart de siècle plus tard sur l'Atlas catalan. Il mentionne le fait que les habitants de cette région se nourrissent de dattes et de sauterelles qu'ils vont chasser au lever du jour. Il repart en direction du nord-ouest,
fait étape à Sijilmassa, d'où il était parti 1 an et demi plus tôt, évoque une chute de neige abondante survenue sur la route, on est en janvier, sans doute dans le Haut-Atlas, ne perd pas l'occasion de nous dire qu'il n'a jamais emprunté de route aussi difficile, alors qu'il en a parcouru quelques-unes dans sa vie, et arrive enfin à Fès. Ce qui retiendra ici notre attention, c'est la voie oblique qui traverse une région du Sahara appelée le Grand Erg occidental. Il y a tout lieu de penser qu'il s'agit d'une route de dérivation entre 2 grandes routes sud-nord, une voie secondaire en intensité et en pérennité, qui a incontestablement existé, mais à laquelle on ne peut pas accorder la même importance qu'aux voies principales. L'autre exemple que je souhaite prendre est archéologique. Il s'agit du site de Maaden Ijafen dans l'Est mauritanien. Je vous montre rapidement sa localisation approximative, car à vrai dire, notre connaissance du site, que nous devons à Théodore Monod, est limitée à ce que celui-ci en a dit, le site n'ayant jamais été revu depuis lors. Je ne m'étends pas sur les circonstances de la découverte, due à un Mauritanien du nom de Salek Ould Gejmoul, chasseur d'antilopes, qui accompagna en 1964 Théodore Monod sur le lieu de sa découverte et lui permit d'y faire des observations, des photographies, des croquis, une fouille rapide et une collecte de quelques artefacts. J'ai rappelé ces circonstances dans un chapitre du Rhinocéros d'or. Pour retrouver le site, je précise néanmoins que plusieurs ont essayé en vain au cours des décennies passées, et j'ajoute à toutes fins utiles que la région est aujourd'hui fortement déconseillée aux voyageurs. Il vous suffira de faire comme lui. Vous partez de Wadan en direction du sud-est, vous atteignez après 7 jours le dernier puits, vous pensez à refaire le chargement d'eau, vous continuez 10 jours, soit environ 250 km. Au bout de 130 cordons dunaires, vous obliquez vers le nord-est, puis vers le nord pendant 2 heures. Vous recoupez les 4 derniers cordons dunaires, vous laissez faire votre guide et vous y êtes. Le site, à peine plus grand qu'un corps humain étendu sur le sol, est constitué d'un dépôt de tiges de laiton et de coris. Coris, je vous rappelle, des coquillages qu'on appelle porcelaine, parfois en français, et qui viennent de l'océan Indien. Des tiges de laiton et des coris, et dont Monod a montré qu'il s'agissait du chargement de 5 à 6 dromadaires qui avaient été abandonnés là et jamais récupérés. L'épisode s'est produit quelque part entre le XIe et le XIIIe siècle. Mais ce qui nous intéresse ici est la localisation de ce site, découvert en plein milieu de ce qui est appelé le empty quarter du Sahara, c'est-à-dire une portion absolument vide qui fait bien 1/4 million de kilomètres carrés. Monod et d'autres après lui ont émis toutes sortes de conjectures pour expliquer la présence de ce site à l'écart des routes connues. Car à vrai dire, aucune des routes documentées par les sources écrites ne passe par là. S'agit-il d'un chargement déposé par suite de la mort ou de l'égarement de plusieurs chameaux, du chargement d'un marchand solitaire et imprudent, du butin de quelques coupeurs de route? On ne sait pas. Le paradoxe va même plus loin, puisque ce site archéologique, qui n'est pas situé le long d'une route connue, est peut-être le seul dans tout le Sahara qui documente matériellement le commerce médiéval. Mais peut-être ne faut-il pas y voir un paradoxe, d'abord parce qu'il suffit que la route empruntée ce jour-là ait été une voie de traverse secondaire ou occasionnelle, pour qu'elle n'ait pas été documentée dans les sources écrites. Ensuite, parce que ce site doit sans doute précisément sa préservation jusqu'à nos jours au fait qu'il était en dehors des routes plus communément
fréquentée. À présent que nous avons, selon une façon de faire désormais éprouvée dans ce cours, ramolli les notions, reprenons. Commençons peut-être par dire ce qu'une route transsaharienne n'est pas. Elle n'est pas l'équivalent d'une voie romaine ayant fait l'objet de travaux de nivellement ou de terrassement, puis d'empierrement, tels qu'on en retrouve encore les vestiges dans toutes les parties du monde romain. Elle n'est pas davantage une piste, si l'on entend par là une voie damée par le passage des voitures et des camions, et souvent balisée, comme en est traversé aujourd'hui le Sahara. Elle n'est en réalité pas matérialisée, si ce n'est à l'occasion d'un passage de caravane, à chaque fois unique, entre deux étapes d'un itinéraire. Car en réalité, ce sont les jalons de l'itinéraire, et eux seuls, qui définissent la route, toujours louvoyante, contournant les obstacles, parfois mouvants, tels les barcanes, les dunes mobiles, cherchant les sols durs, de préférence au sol meuble, effectuant des détours pour trouver des pâturages ayant verdi dans la nuit ou des sebras, des nappes de sel. Si les points de passage obligés peuvent être des cols ou des étranglements en régions montagneuses ou caillouteuses, des gués au passage de fleuves ou d'oueds, les jalons incontournables sont les points de ralliement qui servent de lieu d'étape, les points d'eau. N'allons pas croire que ces points d'eau sont des endroits du paysage où l'eau jaillit de toute éternité en attendant que les caravanes prennent l'habitude de s'y arrêter. Il n'y a de points d'eau que creusés, aménagés, entretenus au prix d'un travail visant expressément à constituer le lieu en point d'étape. C'est exactement ce qu'avaient fait, nous dit un auteur arabe, les frères Makkari au début du XIIIe siècle. Ils aménagèrent, nous dit Ibn al-Khatib, la route du Sahara en creusant des puits et en assurant la sécurité des marchands. Fin de citation. Ce travail représentait à coup sûr un investissement important, supposant repérage des lieux disposant d'une nappe phréatique accessible, projection d'un itinéraire passant par ces lieux, estimation des distances, les points d'eau devant être séparés de 25 à 30 km, creusement et équipement des puits. Un tel investissement gagnait à être mis en valeur et protégé. Si l'on rencontre des esclaves à chaque point d'eau, c'est parce qu'il y faut une main-d'œuvre à l'arrivée des caravanes et parce qu'il faut garder les infrastructures le reste de l'année. Et le cas échéant, lorsque les ressources hydriques le permettent et que l'investissement supplémentaire en vaut la peine, développer une palmeraie, voire pratiquer des cultures irriguées, bâtir une mosquée et des habitations de louage qui agrémenteront le sujet des commerçants de passage et permettront éventuellement le développement d'une agglomération pérenne. Mais si des nomades revendiquent le territoire de plusieurs points d'eau, si des brigands polluent ou détruisent plusieurs sites, plusieurs puits, alors c'est tout un segment de la route qui doit se déplacer, dessinant une ondulation plus ou moins large. Et si l'agglomération pérenne, qui constituait un point de passage obligé, ou même un débouché de la route en question, perd durablement son attractivité pour les caravaniers et les marchands en raison d'un risque politique, alors ce sont tous les segments de la route, y compris ses extrémités, qui bougent en dessinant de nouveaux itinéraires. En somme, ce que je veux suggérer ici, c'est qu'une route transsaharienne participe toujours de deux réalités spatiales et de deux temporalités. L'une est celle de la topographie, l'autre est celle de l'écologie politique. C'est pour tenir compte de ces deux dimensions
que je propose de parler non pas de route, mais d'axe transsaharien, notion volontairement plus lâche et à mon avis plus juste parce que plus lâche. L'avantage de cette carte est que, à raison même de sa simplicité schématique, et parce qu'elle ne cherche pas à rendre compte de tracés précis, ni même d'embranchements ou de terminaisons trop bien localisées, elle laisse la place aux oscillations tout en n'étant pas plus fausse pour autant. À l'échelle des 8 siècles du Moyen Âge, elle dessine 4 grands axes principaux qui ne sont évidemment pas exclusifs de routes secondaires, de branches de dérivation ou de routes occasionnelles. Examinons-les tour à tour, d'ouest en est. Un premier axe relie le Maghreb extrême, c'est-à-dire le Maroc actuel, et la vallée du fleuve Sénégal via la vallée du Draa dans le sud marocain. Un second axe relie le Maghreb central et la portion du Sahel située entre les hautes vallées du Sénégal et du Niger, boucle du Niger comprise, en passant par les salines du Nord Mali actuel. C'est sur cet axe que les frères Macquarie ont aménagé une route au début du XIIIe siècle, et c'est encore sur cet axe que se trouve la route Sigil-Massa-Mali qu'emprunte Ibn Battuta un siècle et demi plus tard. Il est douteux que les frères Macquarie fussent effectivement les premiers à emprunter cette route, qu'ils ont peut-être réaménagée ou rendue plus praticable. Mais il existe en tout cas un faisceau d'indices littéraires pour penser que cet axe s'est développé postérieurement au précédent, lequel apparaît pleinement actif au IXe siècle. Dans le Sahara central, un troisième axe relie l'Ifriqiya et la Tripolitaine au Sahel central, en passant par le Hogar et l'Adrar des Iphora ou l'Aïr. C'est sur cet axe que se trouve la route qu'emprunte la caravane des marchands de Rhadamès, dans laquelle se trouve Ibn Battuta au retour, avant d'obliquer vers le Touat. Enfin, un quatrième axe, toujours dans le Sahara central, relie la Tripolitaine au bassin du lac Tchad via le Fezzan et le Kawar. Cet axe apparaît lui aussi pleinement actif au IXe siècle. À noter qu'il a existé, à partir de ce dernier axe nord-sud, une route transversale entre le Sahel et l'Égypte par Zaouila, oasis située dans le sud de la Libye actuelle. Cette route permettait de gagner du temps en s'épargnant le long détour par la Cyrénaïque, le corridor côtier libyen. Cette route, d'apparence commode, est mentionnée jusqu'au XIIe siècle, par exemple chez le voyageur juif Benjamin de Tudel, qui ne l'a pas empruntée, mais l'évoque comme un embranchement partant du Nil dans la région d'Edfou, en Égypte. Peut-être cette route fut-elle active par intermittence au cours des siècles, mais il y a des raisons de penser que les auteurs qui la mentionnent le font sur la foi d'une documentation déjà ancienne. Car écoutons ce que dit à ce sujet Ibn Hawkal, un géographe et voyageur arabe du Xe siècle. Je cite. « Entre l'arrière-pays de l'océan Atlantique et le pays des Anges, il parle donc de tout le Sahara, il y a d'immenses déserts et des étendues de sable qu'autrefois on traversait. Par là passait la route de l'Égypte à Ghana. Mais des vents continuels s'abattaient sur les caravanes et les groupes isolés. Plus d'une caravane y périt. Plus d'un groupe isolé y a trouvé sa fin. À les attaquer, il y avait encore des malfaiteurs qui en firent périr dans plus d'un combat. Aussi a-t-on changé de route et l'a-t-on abandonnée en faveur de celle de Sigil-Massa, où s'établirent des gens de l'Irak, des commerçants de Basra et de Koufa, ainsi que des Bagdadiens qui avaient suivi cette route. » Fin de citation.
Ce que nous donne à entendre ici Ibn Aokhal, c'est d'une part qu'on a gardé le souvenir, à son époque, d'une route anciennement pratiquée qui permettait, en partant d'une île de Haute-Égypte, de rallier au plus proche le Sahel central, sans doute dans la région du lac Tchad, puis de longer commodément les pays sahéliens jusqu'à Ghana. Mais d'autre part, c'est aussi que la diagonale transsaharienne, la plus courte en distance, s'étant avérée dangereuse, elle fut abandonnée au profit de routes plus longues en distance et en temps de trajet, mais plus sûres, reliant depuis l'Égypte des points de départ transsahariens situés dans les portions méridionales du Maghreb, en particulier Sijil Massa. Ce que nous fournit Ibn Aokhal, c'est donc une explication historique, à mon avis juste, qui rend compte de la mise en place d'axes nord-sud qui se distribuent le long de deux axes longitudinaux, l'un le long de l'Afrique du Nord, l'autre le long des régions sahéliennes. Je voudrais à présent revenir sur deux notions que j'ai rapidement évoquées en disant qu'elles me paraissaient illustrer les deux dimensions spatiales dans lesquelles il est nécessaire, à mon avis, d'appréhender les routes transsahariennes, d'une part la topographie de ces routes, d'autre part leur écologie politique. Commençons par la topographie. J'ai esquissé cette question en évoquant le cas des aménagements réalisés par les frères Macquarie sur une route créée ou réhabilitée par eux au début du XIIIe siècle. Le problème est qu'on ne peut pas vraiment se départir dans ce cas d'une certaine abstraction, car on ne dispose pas de la documentation concrète, disons même matérielle, qui nous permettrait de jalonner leur itinéraire. Pour ce faire, je vous propose de nous diriger vers une région que j'avoue avoir laissée un peu dans l'ombre jusqu'à présent, jusque et y compris sur la carte que vous avez sous les yeux, celle du désert occidental d'Égypte. Nous allons examiner le cas d'une piste appelée le Darb al-Arba'in, ou piste des 40 jours. Il s'agit d'une route bien documentée pour les XVIIIe et XIXe siècles. Plusieurs voyageurs européens l'ont empruntée et ont évoqué les caravanes qui transportaient en direction du sud, le plateau du Darfour, dans l'ouest du Nord-Soudan actuel, des objets manufacturés en métal et des étoffes, et qui revenaient en direction du nord avec des esclaves, de l'ivoire, des plumes d'autruche et de la gomme. La fin progressive de la traite esclavagiste islamique à la fin du XIXe siècle a ensuite mis un terme au trafic commercial le long de cette route. À l'aube des années 80 du XXe siècle, de petits groupes d'Arabes nomades de quelques individus la parcouraient cependant encore à la recherche de natron, un sel nitrique qui entre dans la composition du savon et sert à tanner les peaux. C'est une route qui traverse la partie orientale du Sahara, parfois appelée désert occidental, par référence à l'axe du Nil, mais que nous appellerons plutôt, pour éviter toute confusion, le désert libyque, préférant en cela une autre désignation ancienne. En dépit de cet environnement minéral, ce désert est en effet pour l'essentiel une plaine graiseuse et sableuse, cette route avait l'avantage d'éviter les longues sinuosités du fleuve, plus confortables pour le fret commercial et pour les touristes qui ont le temps, mais qui engendrent des temps de parcours beaucoup plus longs et donc des coûts beaucoup plus importants. Partant d'Assiout, en Moyenne-Égypte, la route empruntait un chapelet d'oasis, celle de Karga ou Kharja, à environ 200 km du fleuve, puis celle de Al-Shab et celle de Salima, respectivement, dans l'extrême sud égyptien et dans le nord du Soudan, toutes deux à également 200 km du fleuve. Enfin, celle de Lakia Arbaïn
et El Atroun, corruption de Bir an-Natroun, toponyme qui indique qu'on y trouve le natron. La route traversait ensuite la vallée d'un oued, le Howar, avant d'atteindre le village de Kobe ou Koubaï, en bordure du plateau du Darfour. La distance totale parcourue est d'environ 1800 km, distance qui n'a jamais pu être parcourue en 40 jours. D'ailleurs, les voyages modernes livrent des estimations situées entre 50 et 60 jours, ce qui représente déjà entre 30 et 35 km parcourus en moyenne chaque jour. Cette moyenne est particulièrement élevée au regard du rythme plus habituel des caravanes, autour de 25 km par jour, rythme qui se calque en effet sur celui des dromadaires chargés et surtout des gens à pied, puisqu'il ne faut pas oublier que ces caravanes emmenaient des esclaves. Cette moyenne élevée s'explique sans doute en partie par la rareté des points d'eau, en tout cas dans les conditions modernes entre les oasis déjà mentionnées. Hormis ces dernières, en effet, les points d'eau disponibles étaient distants les uns des autres de 2 à 3 jours, avec cependant un tronçon pouvant aller jusqu'à 280 km, soit 8 jours sans eau. De telles conditions impliquaient non seulement qu'il fallait accélérer le pas, mais encore que le chargement des dromadaires devait inclure l'eau nécessaire à la boisson des hommes et des animaux. Il existe des indications assez probantes que les Égyptiens de l'époque pharaonique, dès le Haut Empire, conduisaient des caravanes d'ânes en direction du Gilf Kébir, dans l'extrême sud-ouest de l'Égypte actuelle. Mais la question de la date de la mise en route de la piste des 40 jours continue d'être le sujet de discussions académiques, certains plaidant pour son existence plus ou moins continue depuis la haute antiquité égyptienne, d'autres plutôt pour un démarrage contemporain du début de l'époque islamique. Comme souvent, l'opinion des chercheurs dépend de la façon dont ils hiérarchisent les indices et les silences des sources. L'historien américain Alan Rowe a résumé ces discussions tout en plaidant lui-même pour un démarrage de cette route durant l'Antiquité tardive, plus précisément au IVe siècle de notre ère. Un sous-dossier sujet à discussion est celui des routes, établissements et sites fortifiés romains qui sont présents dans et autour l'oasis de Karga, formant un réseau qui s'étire à l'ouest jusqu'à l'oasis de Dakhla, réseau que les Romains percevaient comme une seule grande oasis appelée Oasis Magna, laquelle était dévolue à la culture de produits alimentaires exportés en direction du Nil. Mais rien n'indique, selon cet auteur, que ce réseau participait d'un dispositif caravanier se prolongeant dans la partie sud du désert libyque. En posant que la piste des 40 jours démarre véritablement en tant que route commerciale au milieu du IVe siècle de notre ère, Rowe relève que cette date correspond à celle de l'émergence des royaumes nubiens, un processus politique qui accompagne le phénomène démographique de sédentarisation des Nobas dans la vallée du Nil moyen. Un semblable phénomène serait intervenu dans le Sahel soudanais vers la même date, rendant ainsi possible la mise en place d'un axe économique organisé au profit de formations politiques contrôlant ces deux extrémités. Jean-Charles Bussen a quant à lui examiné les sources arabes relatives à cette route. On peut penser, estime-t-il, que les oasis du nord du désert libyque furent conquises dans la seconde moitié du 7e siècle. En tout cas, lorsque la documentation nous les met en lumière, 2 siècles plus tard, les Arabes se sont déjà glissés dans le système oasien de Karga. Qu'en est-il d'une éventuelle
Route partant de là vers le sud. Jean-Charles Dussène mobilise un autre passage d'Ibn Aoukal, au Xe siècle donc, pour émettre l'hypothèse que la piste des 40 jours a bien existé, encore que les arguments soient, à mon avis, plutôt indirects. Quoi qu'il en soit, si cette piste a existé de façon régulière, elle est alors abandonnée. C'est surtout à partir de la fin du XIIIe siècle que les indices les plus probants commencent à abonder. Le contexte est alors celui de l'arabisation de la Nubie du Nord, phénomène que nous avons entrevu lors d'une séance précédente, et surtout la progression depuis l'Égypte en direction du Soudan actuel, aussi bien la Haute-Nubie que le Darfour, de tribus arabes bédouines qui, à la fois, sont refoulées d'Égypte par les Mamelouks et qui découvrent au sud un immense domaine de razzia. Que de telles razzias aient pu être poussées assez loin dans le corridor du Sahel soudanais et tchadien, nous en avons un témoignage livré par Al-Kalkashandi, un auteur arabe de la toute fin du XIVe siècle, qui a eu entre les mains une lettre adressée par un souverain musulman du Borno, Abu Amr Othman, au sultan mamelouk d'Égypte, Barkouk. Cette lettre, la plus ancienne occurrence qui nous a été conservée d'une correspondance et de son contenu, envoyée par un souverain sahélien, parvint au Caire en 1391 ou 1392. À vrai dire, ce sont surtout les pratiques de chancellerie qui intéressent Al-Kalkashandi, c'est-à-dire les salutations, les formules protocolaires et les façons de tourner les requêtes, mais cela lui donne néanmoins l'occasion de nous donner copie de cette lettre. Je la cite. Il y a d'abord de longues formules de louange à Dieu, bénédiction du prophète et introduction de l'expéditeur. Ô puissant roi de l'Égypte, terre de Dieu bénie entre toutes et mère de ce bas monde, que vienne sur vous un salut plus odorant que le musc le plus parfumé, plus doux que l'eau des nuées et des abysses, et que Dieu fasse grandir votre royauté et votre empire. Salut aussi à tous vos familiers, juristes et savants, qui se livrent à l'étude du Coran et des sciences, ainsi qu'à tous les vôtres et au peuple qui vous obéit tout entier. Or donc, nous avons envoyé vers vous, en qualité d'ambassadeur, notre cousin Idriss ibn Muhammad, choisi parmi les plus nobles que nous ayons trouvés parmi les rois. Voici, des Arabes Judam et d'autres ont enlevé de nos sujets libres, des femmes et des enfants, des hommes faibles, des gens de notre parenté et d'autres musulmans. Ils ont fait incursion chez les musulmans. Ils en ont tué un grand nombre au cours d'une guerre qui s'est élevée entre nous et nos ennemis. À l'occasion de cette guerre, ils ont tué notre roi, Amr ibn Idriss al-Shahid, notre frère. Ces Arabes ont dévasté toute notre terre, la terre du Borno. Ils ont pris nos hommes libres et nos parents musulmans, et ils les vendent aux marchands d'esclaves de l'Égypte, de la Syrie et d'ailleurs. Et ils gardent certains pour leur service. Or, le gouvernement de l'Égypte a été mis par Dieu entre vos mains depuis la mer jusqu'à Assouan. Et nos gens y sont traités comme des marchandises. Envoyez des messagers dans tout votre pays, à tous vos émirs, vos vizirs, vos cadis, vos agents, vos savants, les chefs de vos marchés, qu'ils examinent, qu'ils enquêtent, qu'ils découvrent. Quand ils auront trouvé nos gens, qu'ils les arrachent à ceux qui les tiennent et qu'ils les interrogent. S'ils disent « Nous sommes des hommes libres, des musulmans », croyez à leur sincérité, ne les soupçonnez point de mensonges. Quand la vérité vous sera apparue, relâchez-les et rendez-les à la liberté et à l'islam. Fin de citation. Le premier enseignement de cette lettre, c'est d'abord, bien évidemment, son existence même, qui signale l'existence de pratiques de chancellerie et plus largement de pratiques lettrées
à la cour du Borno au XIVe siècle. Rémy de Vière a tout dernièrement, dans un article qui vient de paraître, éclairé la longue durée de ces pratiques en établissant et en étudiant un corpus de semblables lettres émanant de l'administration bornoine depuis le début du XIXe siècle. Mais si cette longue lettre méritait d'être citée ici, c'est parce qu'elle nous montre que des Bédouins arabes venus de l'Est n'hésitaient pas alors à pousser très loin leurs incursions et à intervenir comme auxiliaires dans des guerres entre royaumes sahéliens, quitte à se payer sur le pays en razziant des musulmans, hommes, femmes et enfants, et à les vendre comme esclaves, chose pourtant rigoureusement interdite par l'islam. Al-Kalkashandi nous informe dans un autre passage que le sultan Barkouk répondit au sultan du Borno, mais malheureusement cette fois, il ne nous a conservé que les formules d'adresse et l'on ne sait donc pas quelle fut la teneur de sa réponse, ni s'il s'employa à retrouver les personnes qui avaient été razziées. Quoi qu'il en soit, ainsi que le souligne Jean-Charles Bussen, ce nouveau contexte politique du XIVe siècle fut sans doute propice, passé la phase de désordre et de prédation illicite, à la consolidation d'une route commerciale entre la vallée du Nil et le Darfour par la fameuse piste des 40 jours. On peut certes discuter de la mise en place de la piste des 40 jours, de sa temporalité historique, c'est-à-dire de l'alternance des phases de pleine activité et d'éclipse, voire de ces abandons et redécouvertes survenus entre la haute antiquité égyptienne et l'ère moderne. Il n'empêche que les deux hypothèses que nous venons d'examiner, d'ailleurs nullement contradictoires l'une de l'autre, ni exclusives, d'une part celle d'un déclenchement au milieu du IVe siècle de notre ère, d'autre part celle d'un redéclenchement vers la fin du XIIIe siècle. Les deux cas dont le contexte de changement démographique et politique profond du côté du débouché méridional ont le mérite de nous rappeler une nécessité. Pour qu'une route commerciale existe de façon régulière, il faut qu'interviennent des partenaires commerciaux aux deux débouchés de la route, c'est-à-dire que se mette en place une polarisation qui commande la mise en place d'une route bidirectionnelle. Si la dimension topographique des routes jusqu'ici analysées a pu nous faire pencher à nouveau vers une perception dissymétrique des choses, c'est parce qu'il nous a manqué de prendre en compte une autre dimension de la géographie des routes, dimension que j'appelle à présent écologie politique. C'est ce que nous allons à présent examiner. Pour ce faire, nous allons revenir vers la partie occidentale du Sahara. Je corrige l'épaisseur de l'axe figurant sur le fond de carte pour mieux mettre en évidence de quelle façon les routes évoluent le long de cet axe en fonction de dynamiques qui affectent les environnements politiques des deux débouchés, nord et sud. Je le ferai en renouant quelques-uns des fils que nous avons tirés ensemble jusqu'à présent. Nous savons que du 8e au 10e siècle, Sijil Massa, dans le sud-est du Maroc actuel, est le siège d'un émirat ibadite, lui-même en relation avec un autre centre ibadite maghrébin, Taert. D'après les sources arabes des 8e, 10e siècles, comme d'après les itinéraires anciens donnés par al-Bakri au 11e, Sijil Massa semble alors avoir été une étape le long d'une route empruntant l'axe transsaharien le plus occidental, qui passait par le sud marocain et avait pour destination les royaumes de la vallée du Sénégal. Au sud, Ghana apparaît alors comme une destination qui prolonge cette route le long du Sahel. Au nord, à la fois capitale politique et port caravanier, Sijil Massa émerge alors comme le point d'ancrage de cette route. Cette situation stratégique
se concrétise sur le plan économique avec l'apparition au début du Xe siècle, attestée par la numismatique, d'un atelier de frappe monétaire en or et argent. Si l'argent était disponible dans le district minier de Sijilmassa, comme l'ont montré les travaux récents conduits par mes collègues Mustapha Souassou et Sandrine Baron, l'or ne pouvait en revanche provenir que du commerce transsaharien. Au sud, c'est Ghana qui émerge durant cette période comme point d'ancrage politique et économique. La description que donne al-Bakri d'un royaume à la fois puissant, encore païen et cependant attractif pour les marchands étrangers est une fenêtre documentaire sur un état politique et religieux qui date de la première moitié du XIe siècle. Un puissant facteur contribue certainement, à partir du XIe siècle, à cristalliser une route plus directe entre ces deux points d'ancrage. Je veux parler du vaste mouvement almoravide de réforme religieuse qui s'appuie sur une fédération de tribus nomades berbères, les Sanadja. Ce mouvement, parti du Sahara, sans doute de la Mauritanie actuelle, s'étend géographiquement par la conquête de régions situées au nord et au sud du Sahara et constitue un empire qui s'étendra du fleuve Sénégal à l'Ibérie islamique du milieu du XIe au milieu du XIIe siècle. Les témoignages arabes indiquent que les Almoravides prennent Sijilmassa dans les années 1050 et en font leur point d'articulation entre Maghreb et Sahara, ainsi que le principal débouché de l'or ouest-africain. La numismatique, là encore, atteste d'un flux de métal jaune qui connaît un soudain accroissement quantitatif, l'atelier de Sijilmassa fournissant pour un temps le standard du dinar almoravide. Des sources arabes indiquent que les Almoravides conquirent également Ghana au sud. Cette assertion a cependant été remise en cause par l'historiographie récente. Elle pourrait, en effet, n'avoir été qu'un vœu pieux, un échec ou une prétention almoravide. Toujours est-il que c'est bien de cette époque almoravide que date, comme on l'a vu, la conversion, pacifique ou non, de Ghana à l'islam, telle que la documente Al-Idrissi au milieu du XIIe siècle. Et c'est très probablement de cette époque au plus tard que date l'établissement d'une route directe entre les deux cités. Lorsqu'une nouvelle dynastie impériale, elle aussi berbère, les Almohades, exerce à son tour l'hégémonie sur le Maghreb et l'Ibérie islamique, elle retrouve cette connexion entre Sijilmassa et Ghana. La lettre du gouverneur almohade de Sijilmassa au roi de Ghana en témoigne. Peu de temps après, on ne sait pas précisément quand, mais à coup sûr vers le début du XIIIe siècle, un changement s'opère au sud. On a vu en effet que le débouché méridional de la route, où deux des frères Makari s'installent à demeure, n'est pas Ghana, mais Walata, ville majoritairement berbère. Cet essor ou cette autonomisation de Walata est peut-être le signe d'un affaiblissement de Ghana. Toujours est-il, on s'en souvient, que les frères Makari subissent un revers momentané lors de la prise de la ville par, nous dit la source arabe, le royaume du Takrour. Ce terme désigne de façon générique dans les sources arabes les formations politiques du Sahel occidental. Il est possible que le Ghana ait alors entrepris de vassaliser Walata. On peut plutôt légitimement penser qu'il s'agit du Mali, alors puissance émergente. Un siècle plus tard, en tout cas, au témoignage d'Ibn Battuta, Walata est devenu le port d'entrée dans le royaume du Mali, qui tient alors dans sa dépendance Ghana à l'ouest, Walata au nord et Tombouctou
à l'est. Du côté nord du Sahara, on a vu émerger Tlemcen, aujourd'hui dans l'extrême ouest algérien, comme potentielle destination maghrébine de cet axe transsaharien dès l'époque des frères Macquarie. Il y a là sans doute le signe d'une concurrence montante qu'exercent les souverains du Maghreb central à l'encontre de la mainmise du Maroc sur ce commerce. C'est vers la seconde moitié du XIVe siècle qu'apparaît ainsi un itinéraire alternatif à celui de Sigil Massa. Un itinéraire qui utilise désormais les oasis du Touat comme point d'ancrage de la route qui conduit au Mali, soit directement, soit via la boucle du fleuve Niger. Un siècle plus tard, un commerçant européen, Antonio Malfante, qui a obtenu l'autorisation d'être stationné dans le Touat au service d'une maison de commerce génoise, nous montre bien que la route alors la plus active du commerce transsaharien est celle qui relie le Maghreb central et la boucle du Niger. Quant à Sigil Massa, la documentation la concernant est peu abondante au XVe siècle, mais le témoignage de Léon l'Africain, qui l'aurait visité en 1512, laisse peu de doute sur le fait qu'alors l'ancienne cité est désormais en ruine. Cependant, même devenu un point de transit commercial de second ordre, le Tafilalet, la Palmeraie de Sigil Massa, où la vie sociale s'est désormais repliée dans des xours, des villages fortifiés, continue de bénéficier d'un certain rayonnement intellectuel. En témoigne l'œuvre jurisprudentielle du savant malékite Ibn Hilal el-Sijil-Massi, au XVe siècle, qu'ont récemment commencé à étudier les chercheurs marocains Mohamed El-Baraka et Saïd Ben Hamada, ainsi que, dernièrement, Adrien Collet. Du côté sud du Sahara, le Mali du XVe siècle est également nimbé d'obscurité. Les connaissances indirectes qu'obtient Antonio Malfante depuis le Touat au milieu du siècle semblent le situer en second rideau, derrière les villes de la boucle du Niger, Tombouctou et Gao. On est en effet autorisé à penser que ces villes à la population composite, à la fois berbère et sonraï, ont alors échappé au contrôle politique du Mali. Et de fait, à la fin du XVe siècle, sous l'impulsion de dynasties successives de Gao, se constitue dans la boucle du Niger une vaste formation politique qu'on appelle l'Empire sonraï, qui contrôle les débouchés méridionaux des deux axes commerciaux du Sahara central. Quoi qu'il en soit, ce que l'on observe au sein de l'axe qui nous intéresse, c'est qu'il s'y est opéré, entre le XIe et le XVe siècle, un décalage en plusieurs temps qui a pour ainsi dire fait glisser la route d'un tracé occidental vers un tracé plus oriental, à la faveur de nouvelles prééminences politiques et économiques qui se dessinent des côtés nord et sud du Sahara. Observant d'ailleurs avec crainte cette évolution, le sultan marocain de la dynastie saadienne, en la personne de Ahmed el-Mansour, lancera dans les 2 dernières décennies du XVIe siècle des expéditions contre le Touat d'abord, contre la saline de Taraza ensuite, et contre Tombouctou enfin, destinées à reprendre le contrôle de l'approvisionnement en or. Passés les premiers succès, et notamment l'afflux d'or à Marrakech, ces opérations militaires eurent des effets contrastés. La domination du Touat par les Saadiens ne fut jamais fermement établie. La prise de la saline de Taraza eut pour effet le déclin de la mine et l'ouverture par les Maliens d'une seconde mine à Taoudéni. Enfin, l'installation à Tombouctou d'un pachalik, un gouvernorat marocain, aura pour effet de réactiver pour un temps le débouché marocain de cet axe transsaharien.
L'historien marocain Larbi Mezzine a du reste édité le récit arabe datant de 1685 d'un voyage par caravane qui, en provenance du Soudan, avec, nous dit-on, une grande quantité de poudre d'or et de marchandises, se rend dans le Tafilalt, qui porte toujours le nom glorieux de Sigil Massa. Je signale au passage que ce texte, contrairement à ce que j'ai dit lors d'une précédente séance, cela ne m'est apparu qu'en relisant ce récit pour préparer cette séance, fait mention d'une femme, Fatima al-Jafariya, qui essaie de se débarrasser de l'homme originaire de Walata qu'elle a embauché pour l'assister durant la traversée entre Taraza et le Tafilalt, mais qui en est finalement dissuadé en raison de la nature contractuelle de leur relation. On ne sait rien de plus à son sujet. Quant au gouvernorat militaire marocain de Tombouctou, il perd très rapidement, 2 décennies après la conquête marocaine, tout contact régulier avec le Maroc, devenant virtuellement indépendant et formant une dynastie servile et militaire non héréditaire, les Arma, qui régnera sur la boucle du Niger jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. On peut recommander sur ce sujet l'ouvrage de Michel Abitbol, Tombouctou et les Arma, un peu ancien, 1979, mais qui reste néanmoins l'étude d'ensemble la plus récente. Ce que j'ai cherché à illustrer à travers cette chronique des routes qui empruntent l'axe transsaharien que nous avons pris en considération c'est que ces routes sont sujettes à des évolutions séculaires, tout en s'inscrivant, prises individuellement, dans des topographies particulières. Chacune d'elles reflète, à un moment donné, un état d'équilibre qui peut durer plusieurs décennies ou plusieurs siècles entre des tensions qui surviennent dans les 2 régions situées au débouché de ces routes, au Maghreb d'une part et au Sahel d'autre part. Pour une large part, c'est l'existence de cet axe lui-même qui engendre ces tensions en attisant des situations de concurrence économique entre pouvoirs rivaux qui cherchent à contrôler tel débouché, comme le font les Almoravides avec Sigil Massa au milieu du XIe siècle, ou les Maliens avec Walata au XIIIe, qui cherchent à se rendre maîtres d'un débouché de façon indépendante, comme le fait Tombouctou au XVe siècle, ou qui cherchent encore à favoriser la création d'un nouveau débouché, comme le fait le royaume de Tlemcen avec le Touat au XIVe siècle. Une conséquence de ces observations est que l'on ne peut penser ni représenter ces routes sans les considérer comme des états intermédiaires, fruits d'un équilibre en quelque sorte instable entre des forces régionales qui cherchent à utiliser à leur profit toutes les ressources topographiques de l'axe en question et qui tendent à n'utiliser que celles-ci. Contrôler les débouchés de 2 axes, en effet, comme le fait Sigil Massa au nord vers le Xe siècle, ou comme le font au sud l'Empire du Mali au XIVe ou l'Empire Songhai au XVIe, c'est s'exposer à un éparpillement géographique de type impérial qui laisse prise à des phénomènes centrifuges d'autonomisation politique. De même que le Mali ne parvient à contrôler que temporairement la boucle du Niger, les sultans de Fès ou de Marrakech ne peuvent que temporairement dominer le Touat, plus facile à contrôler depuis Tlemcen. Mais une autre conséquence des glissements latéraux des terminus nord et sud des routes transsahariennes est la tension nord-sud qu'ils engendrent. Tout se passe comme si les routes étaient dotées d'une certaine élasticité qui leur permet d'onduler entre un terminus nord et un terminus sud, mais une élasticité qui opère jusqu'à un point limite. Le glissement du terminus nord de Sigil Massa au Touat, par exemple, semble ainsi devoir s'accompagner du glissement du terminus sud de Ghana à Tombouctou,
comme si l'étirement de l'élastique s'accompagnait d'une tension contraire concourant à son raccourcissement par le glissement parallèle du terminus sud. Les pouvoirs qui contrôlent les terminus du commerce transsaharien, du côté nord comme du côté sud, ont certes la possibilité de relâcher cette tension en créant ou en contrôlant un poste avancé, comme l'est par exemple le Touat ou comme l'est Walata. Mais à nouveau, le contrôle de ces postes avancés se fait à un certain coût politique. Bref, ce que je cherche à suggérer, c'est que le cheminement d'une route transsaharienne et ses ondulations dans le temps résultent à la fois de situations indépendantes, de concurrence régionale à chacune des extrémités de la route, mais aussi de stratégies visant à composer de part et d'autre avec la situation politique qui est celle de l'autre extrémité de la route. L'historien béninois Zacharie Dramani Issifou avait naguère mis en relief cette agentivité réciproque dans les relations entre les régions politiques du Maroc et du Sonrail. Rémi Devière, dans sa thèse récemment publiée, a quant à lui mis en évidence les géographies emboîtées, naturelles, politiques, diplomatiques et religieuses dans lesquelles évolue le sultanat de Borno. Je crois qu'il est permis d'élargir cette perspective à une authentique écologie politique transsaharienne dans laquelle le succès économique des partenaires du Sud et du Nord dans la maîtrise des liaisons transsahariennes résulte de leur capacité respective à comprendre et dominer leur milieu géographique propre au Maghreb et au Sahel, les tensions entre leur centre et leur périphérie politique, aussi bien que, à plus large échelle, les tensions qui surviennent à l'autre extrémité par l'effet même de l'existence d'un axe transsaharien. Nul doute qu'il y a là aussi, comme à la faveur de l'envoi de girafes ou d'échanges de correspondances diplomatiques, de façon moins visible mais plus profonde, une conversation qui se déploie sur le sable du Sahara. Et en vous affichant les principales références citées lors de séances 5 ou 6 et 6, je vous remercie.